Bonjour, docteur Kiles. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. On va parler aujourd'hui de la catatonie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi et nous expliquer brièvement l'origine historique de la catatonie et nous en donner une définition claire, s'il vous plaît? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je suis docteur Clélia Quiles, je suis psychiatre au centre hospitalier Charles Perrin, c'est à l'université de Bordeaux. Je travaille sur plusieurs services, dont un service d'électroconvulsivothérapie. Donc, on rencontre souvent des syndromes catatoniques. Et j'ai donc coécrit cet article avec le professeur Ali Ahmad, qui est professeur de psychiatrie à Lille et qui connaît extrêmement bien également ce syndrome. Alors, donc pour commencer, la catatonie, c'est un syndrome psychomoteur qui regroupe des signes très variés. Ça peut être des troubles du mouvement, des émotions, parfois même des problèmes des paramètres vitaux du corps, comme la température, la tension artérielle. Et historiquement, le terme vient de kata, qui signifie abaissement, et tonos, qui signifie tension. Et seulement au 19e siècle que c'était le psychiatre Karl Kalbom, qui avait défini la catatonie comme un trouble à part entière en 1874. Il a présenté des patients qui avaient à la fois des mouvements anormaux, mutisme, agitation, ou au contraire une immobilité extrême. Et il a regroupé tous ces symptômes pour en faire une entité clinique autonome. Et par la suite, Kreplin et Bleuler ont surtout associé ce syndrome à la schizophrénie. Ça va être la vision qui va dominer sur à peu près un siècle. Mais aujourd'hui, on sait que la catatonie peut apparaître vraiment dans de très nombreux contextes, que ce soit psychiatrique ou non psychiatrique, et qu'elle est reconnue dans les classifications actuelles, comme DSM-5 ou CIM-11, comme une entité transnosographique indépendante de la schizophrénie. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, quels sont les principaux signes cliniques permettant de reconnaître un syndrome catatonique et comment s'exprime-t-il chez les patients? Alors, les manifestations cliniques de la catatonie peuvent être très variées et peuvent fluctuer même au sein d'une même journée, ce qui peut rendre parfois le diagnostic un peu difficile. Mais pour essayer d'être synthétique et clair, on va avoir essentiellement alors des signes moteurs, des signes soit qu'on peut observer spontanément chez les patients, soit qu'on va rechercher à l'examen clinique. Sur les signes qu'on peut observer spontanément, on peut avoir des signes de motricité diminuée, comme stupeur, mutisme ou prise de posture, ou alors des signes moteurs d'activité motrice augmentée, comme l'agitation, des expressions faciales grimaçantes, un maniérisme, des stéréotypies. Voilà. Donc ça, c'est les signes moteurs qu'on peut observer. Ensuite, il y a des signes moteurs qu'on peut rechercher à l'examen clinique, qu'on va essayer de retrouver, comme par exemple la catalepsie. La catalepsie, c'est le maintien de posture imposée par l'examinateur contre la gravité. On peut aussi avoir la flexibilité cireuse, qui est la résistance initiale à la mobilisation, qui va progressivement céder pour laisser la place à une mobilisation facile. Et ça donne un peu l'impression qu'on plie une bougie. On a aussi comme autre signe le négativisme, qui est une opposition ou l'absence de réponse à des instructions ou des stimuli extérieurs. Donc tout ça, c'était des signes moteurs. Et ensuite, on peut retrouver aussi des signes frontaux de dépendance à l'environnement, avec des écophénomènes comme par exemple l'écholalie, c'est-à-dire répéter ce que l'examinateur vient de dire, ou alors l'échopraxie, qui est la reproduction des mouvements de l'examinateur. Et donc, pour poser le diagnostic, il faut au moins 3 signes parmi une liste de 12, les 12 signes que je viens de vous présenter. Et si on a au moins 3 signes, on peut utiliser l'échelle de Bush-Francis pour rechercher à la fois d'autres signes et puis surveiller aussi au fil du temps l'évolution des symptômes. Et donc, dans l'échelle de Bush-Francis, on peut voir qu'il y a aussi d'autres symptômes qu'on peut observer qui ne sont pas forcément dans ce que je viens de vous dire, qui sont la verbigération, c'est des paroles en boucle, l'obéissance automatique, où les gens exécutent mécaniquement les gestes sans discernement. Et on peut aussi, bien sûr, en plus, rechercher et avoir des troubles neurovégétatifs, comme
une température élevée, des variations du rythme cardiaque, tous ces signes qui sont très importants à reconnaître parce qu'ils orientent vers une forme grave qui est la catatonie maligne. Du coup, quelles sont les données épidémiologiques actuelles concernant la catatonie et observe-t-on des variations selon l'âge ou le contexte clinique? Oui, alors la catatonie est plus fréquente qu'on le pense. Il y a une méta-analyse récente qui a montré qu'elle touchait à plus de 9% des patients, toutes étiologies confondues. Et d'ailleurs, concernant les étiologies psychiatriques représentent plus de la moitié des cas, avec essentiellement des troubles de l'humeur, mais ensuite schizophrénie. Mais on peut aussi l'observer dans des contextes non psychiatriques, que ce soit des pathologies inflammatoires, auto-immunes, métaboliques, sevrage ou intoxication à des substances. On a parmi ces étiologies non psychiatriques, près de 70% des étiologies qui sont secondaires à une pathologie du système nerveux central. Mais donc, ça n'est pas que psychiatrique, plus de la moitié des cas psychiatriques, mais ensuite, il y a aussi pas mal d'autres étiologies au syndrome catatonique. Il peut aussi effectivement y avoir des variations selon l'âge. On peut avoir chez les enfants et les adolescents, on peut avoir des syndromes catatoniques avec plus souvent des causes neurologiques ou des encéphalites anti-NMDA, mais aussi des troubles de l'humeur. Chez les personnes âgées, il y a des formes qui sont plus souvent des formes ralenties avec stupeur, rigidité, mutisme, et le diagnostic est parfois retardé, ce qui peut aggraver le pronostic. Et il y a aussi une mention, enfin, il faut signaler les personnes avec troubles du spectre de l'autisme sont également sujets de manière assez fréquente aux catatonies. Et là, le diagnostic est délicat parce qu'il y a des chevauchements dans les symptômes, mais il faut surtout se méfier d'une rupture avec l'état habituel. Aujourd'hui, que sait-on des mécanismes physiopathologiques et neurobiologiques impliqués dans la catatonie? Alors, ouais, les mécanismes physiopathologiques, neurobiologiques. Alors, les recherches montrent que la catatonie serait liée à un déséquilibre entre plusieurs systèmes, en particulier le système GABAergique, qui est un système inhibiteur, le système glutamatergique, qui est plutôt excitateur, et le système dopaminergique, où on observerait plutôt une hypoactivité du GABA, une hyperactivité du glutamate et une hypodopaminergie. Et au niveau anatomique, hein, dans les zones du cerveau, ce sont surtout les zones frontales et motrices du cerveau, qui sont comme ganglion de la base ou cortex préfrontal, qui sont les plus impliquées. L'imagerie montre souvent une hypoactivité frontale et des anomalies de la substance blanche. Et donc, ce déséquilibre entre les différents systèmes GABA, glutamate et dopamine peut expliquer l'efficacité des benzodiazépines qui renforcent l'activité GABA et donc qui sont efficaces dans le syndrome catatonique. Et en matière de prise en charge, quelles sont les recommandations actuelles pour le traitement du syndrome catatonique et quels sont les points de vigilance à retenir? Alors, pour la prise en charge, moi, je distingue trois grandes parties. Il y a le traitement du syndrome catatonique en soi, donc le syndrome, les symptômes que je viens de vous décrire, qui est un syndrome donc transnosographique. Et donc, on va d'abord traiter le syndrome et deuxièmement, identifier et soigner l'étiologie sous-jacente. Et il y a une autre partie qui est extrêmement importante dans la prise en charge du syndrome catatonique, c'est prévenir les complications qui peuvent engager le pronostic vital. Donc pour la première partie, pour le traitement du syndrome en soi, le traitement de référence initialement, c'est le traitement par benzodiazépine, en particulier le lorazépam, qui est le traitement de première intention, qui peut être administré par voie orale, mais qui existe aussi par voie intravineuse ou intramusculaire, qui est donné à la dose de 1 à 2 mg qu'on peut répéter plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'on ait une efficacité. Ce qui est intéressant avec ce traitement, c'est que l'efficacité est quasi immédiate, moins d'une heure, et ça peut permettre parfois de confirmer le diagnostic. Si le patient répond dans l'heure, ça renforce fortement l'hypothèse diagnostique. Ensuite, les posologies, il faut penser que les posologies peuvent être augmentées dans les formes sévères à des posologies élevées.
On peut augmenter progressivement 6-8 mg par jour. On peut même aller largement au-delà. Et dans certaines formes sévères, il y a des posologies assez élevées. Mais si jamais les benzodiazépines ne marchent pas, on a évidemment le traitement par électroconvulsivothérapie. Alors, ce traitement, il est en deuxième intention après les benzodiazépines dans les formes classiques, mais si on est sur une forme grave, si on est une urgence vitale, les formes catatonie maligne, on peut aller en première intention directement à l'électroconvulsivothérapie, qui est extrêmement efficace dans le syndrome catatonique. Dans les formes malignes, d'ailleurs, il faut penser la mortalité est importante, elle peut dépasser 30% des cas dans les formes malignes, donc il faut penser à aller rapidement. C'est une urgence thérapeutique, donc il faut penser à traiter rapidement et l'électroconvulsivothérapie est dans ce cas le traitement de choix. Mais donc, si l'électroconvulsivothérapie est aussi le traitement en cas de mauvaise réponse aux benzodiazépines. Alors, il peut y avoir des situations, des formes résistantes ou des formes où on ne peut pas donner ni lorazépam ni ECT. Alors, il y a d'autres options thérapeutiques qui existent, mais qui sont des options de troisième intention, on dit, qui sont des traitements qui ne sont pas forcément validés de manière formelle, mais qui sont, dans les cas cliniques complexes, peuvent être utilisés, donc comme certains anticonvulsivants, valproate, carbamazépine, ou alors des médicaments qui agissent sur le système glutamate, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il était responsable, comme l'amantadine ou la mémantine. Et puis ensuite, des thérapies immunomodulatrices qui peuvent parfois être utiles. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc ça, c'était la prise en charge du syndrome catatonique lui-même, mais on a aussi la prise en charge ensuite de l'étiologie. Il va falloir rechercher l'étiologie et ensuite traiter l'étiologie, puisque c'est pas la maladie en soi, c'est le syndrome. Et donc, selon l'étiologie, le traitement ensuite sera spécifique à l'étiologie. Donc, si c'est un trouble de l'humeur, ce sera un régulateur d'humeur. Si c'est une encéphalite, la corticothérapie. Si c'était une schizophrénie, un antipsychotique. Mais alors là, justement, il faut faire très attention parce que dans la phase aiguë de la catatonie, les antipsychotiques sont contre-indiqués puisqu'ils sont bloqueurs dopaminergiques. Ils vont diminuer la dopamine et donc aggraver la catatonie. Donc, on essaye d'éviter dans la phase aiguë. Et la troisième partie, c'était, je vous disais, la prévention des complications. Alors, il peut y avoir des formes, comme on disait dans la sémiologie, des formes avec des patients mutiques, figés, qui ne s'alimentent pas, qui ne s'hydratent pas. Donc, on peut avoir des complications du décubitus avec des embolies pulmonaires, des infections par fausse route, des troubles métaboliques, la dénutrition, et puis des ulcères aussi, de décubitus. En tout cas, c'est une prise en charge globale qui va être nécessaire avec l'hydratation, la prévention des thromboses, la kiné, parfois l'alimentation par sonde dans les formes graves. Donc, il faut vraiment penser à ces trois axes et à une prise en charge globale qui implique plusieurs acteurs pour efficacement traiter ce syndrome et aider les patients. Voilà, je vous remercie. Thank you.